nous avons le plaisir donc aujourd'hui d'avoir un expert dans l'automatisation des tests, Monsef Rahmoni de la société Altados. Il va vous présenter le sujet de l'automatisation des tests, la stratégie d'automatisation des tests, quelles sont les bonnes pratiques et un petit focus de retour d'expérience sur l'outil Ranorex, que je pense beaucoup de personnes parmi vous le connaissent. Voilà, donc moi je serai là pour récolter vos questions et poser à Monsef à la fin de ce webinaire. Vous pouvez donc tout au long de cette présentation écrire vos questions dans le chat de Zoom. Et moi, je pourrais les présenter à la fin pour obtenir les réponses de la part de Monsef. Monsef, je suis ravi de t'accueillir dans ce webinaire. Je te donne donc la main. Voilà, bon visionnement de ce webinaire. Merci Anas, bonjour à tous. Merci de votre participation à cette webinaire. J'espère qu'elle va être intéressante et qu'on pourra partager nos retours d'expérience enfin et répondre à vos questions. Donc, comme a dit Anas, je vais commencer rapidement par rappeler qu'est-ce que l'automatisation, pourquoi on automatise des tests, la stratégie d'automatisation, les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour automatiser des tests et un retour d'expérience sur l'outil Ranorex. Et ça va dans la continuité de la première présentation qui a été faite par Jean-Baptiste sur l'automatisation. Et on terminera par des questions-réponses. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un outil d'automatisation? Un outil d'automatisation permet en fait de contrôler des exécutions de cas de test sur un système sous test et pouvoir comparer le résultat des tests entre ce qui est attendu et ce qu'on a avec l'outil d'automatisation. On distingue trois grandes familles de tests et d'automatisation de tests avec des outils associés. Je pense que tout le monde connaît la pyramide des tests avec les tests des composants en bas de l'échelle avec une plus grande aptitude de faire des tests et aussi pouvoir faire le maximum de tests unitaires en phase de développement, donc qui sont plus qui permettent en fait de valider les composants d'une application de façon unitaire. Donc les outils qui sont utilisés sur cette partie-là, c'est JUnit, DBUnit, Mockito et d'autres. Ensuite, il y a les tests d'intégration qui vont valider l'interfaçage entre deux applications avec des API. On va plus se focaliser sur la partie API avec des outils de type SOAP-UI, Citrius, etc. Et les tests bout en bout qui sont des tests assez complexes qui vont valider un parcours complet avec des interactions plus IHM. Et là, c'est l'interaction avec l'utilisateur final et il faut reprendre l'usage de l'utilisateur et reprendre toutes les actions qui sont faites depuis l'IHM. Et là, il y a différents outils payants et gratuits avec Selenium, Ranorex, UFT, Test Complete, etc. Donc ensuite, pourquoi automatiser des tests? Donc l'objectif de l'automatisation dans un premier temps, c'est de diminuer la charge des tests de non-régression et augmenter la qualité des applications qui sont livrées, tout en réduisant les coûts et les efforts associés. Donc pourquoi l'automatisation, elle nous permet en fait de ne pas répéter des tâches répétitives et de pouvoir avoir une forte combinaison de tests qui sont faites par un automate. Un outil qui va répéter toutes les combinaisons et reprendre les cas tests sur les différents, par exemple, browsers ou les différentes applications de mail, etc. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir diminuer le coût tout en augmentant la qualité des applications qui vont être livrées à l'utilisateur. Donc, comment rendre l'automatisation? Ça a un coût au départ, mais il faudra en fait rentabiliser, avoir un retour sur investissement sur cette automatisation. Pour pouvoir avoir un retour sur investissement, ce qui est important, c'est de pouvoir définir une stratégie et de mener un projet d'automatisation comme un projet de développement. Et pour cela, il faut définir une stratégie, une méthodologie qui est bien définie pour pouvoir simplifier la mise en place et aussi la maintenance qui est une charge récurrente qui va être mise en place par la suite pour
pouvoir automatiser des tests. Donc, pour la stratégie d'automatisation, la première étape, c'est de se poser les premières questions basiques. Il y a 6 premières questions qu'il faut se poser sur une application ou la recette d'une application, plus spécifiquement, qui sont la fréquence des cas de test. Donc, est-ce que cette application, est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'il y a une fréquence assez grande pour pouvoir automatiser des tests? Parce qu'un test automatisé, ça coûte cher à la première exécution et au premier développement. Mais plus on va exécuter ces tests-là, plus on a un gain en fait. Et la fréquence est super importante pour pouvoir définir en combien de temps on va rentabiliser cette automatisation. Vient aussi le ROI qui est lié à la fréquence et au coût de développement. La stabilité d'une application, ce qui est important, c'est qu'une application qui n'est pas stable, ça n'a pas d'intérêt d'être automatisée. Parce que si l'application, elle évolue et on change d'IHM tous les jours, ou elle n'est pas encore définie et elle n'a pas plusieurs versions stables, on va plus se retrouver à refaire des développements de l'application, mais aussi de l'automatisation en fait. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, les facteurs de régression. Une application qui est aussi stable, où on n'a pas beaucoup de bugs, ça n'a pas d'intérêt de faire beaucoup de tests et d'automatiser les tests. Donc, c'est vrai, il faut trouver un juste milieu entre une application qui est stable, sur la partie HM, etc., mais où on a des facteurs de régression, ce qui permet de découvrir des bugs et de pouvoir faire des tests de façon récurrente et pouvoir avoir des versions. Après, il y a le point qui est important, qui est la possibilité d'automatiser ces tests-là. Parce que dans les tests fonctionnels, il y a des parties qu'on ne peut pas automatiser ou des choses qui sont compliquées à automatiser ou avec un coût qui est énorme. Donc, d'où l'intérêt de cibler en fait le périmètre et la faisabilité. Et aussi la criticité de l'application. Une application qui est assez critique, on va l'utiliser, qui est super importante. Il est intéressant de faire une automatisation dessus pour pouvoir la stabiliser. Après, viennent d'autres questions qu'il faut se poser en fait, qui sont si ces premières questions sont super importantes et de valeur haute, là l'automatisation s'y prête bien. Si elles sont basses, il n'y a pas d'intérêt d'automatiser. Ensuite, sur la partie, si ces questions sont moyennes et on n'est pas décidé à 100%, il y a d'autres facteurs qui rentrent, qui sont intéressants, c'est la réutilisabilité de ces tests-là. Parce que l'automatisation, c'est des tests qu'on va automatiser, mais il y a des briques de ces tests-là qu'on peut réutiliser sur d'autres cas métiers, en fait, et cas de test. Et donc, ce qui est important, c'est de voir est-ce que on a des fortes réutilisabilités de ces composants-là ou pas. Si elle est haute, c'est le temps nécessaire pour automatiser. Après, c'est les ressources, le temps d'exécution et la portabilité sur d'autres browsers ou d'autres Windows, etc., ou d'autres environnements. D'autres configurations. D'autres configurations, exactement. Ensuite, il y a la pertinence. Est-ce que c'est pertinent d'automatiser ces tests-là ou pas? Et la criticité des exigences qui est importante. Après, il y a une autre question qui est importante, c'est la complexité du test manuel. Si le test manuel demande beaucoup de préparation ou des jeux de données qui sont assez complexes avec des données qu'il faut chercher à droite à gauche et pouvoir faire des tests dans ce sens-là, il est plus intéressant d'automatiser cette partie-là. Ensuite, sur la partie stratégie, après qu'on s'est posé ces questions-là et on se dit qu'on peut automatiser telle ou telle application, on doit aller dans un niveau un peu plus fin où on doit se poser, définir en fait le périmètre et les scénarios fonctionnels et l'application. À partir de là, on pourra valider en fait le concept d'automatisation de cette même application sur des scénarios qui sont représentatifs. Pas sur juste la connexion par exemple, mais essayer de trouver 2-3 scénarios qui sont plus ou moins complexes et qui couvrent les différentes facettes de l'application pour pouvoir se dire est-ce que l'automatisation est faisable
identifier les obstacles et avoir une vision aussi sur la charge associée pour développer ces scripts-là. C'est ça qui va driver en fait le calcul du ROI et aussi les différentes étapes qui vont venir par la suite. Donc pour le calcul du ROI, il faudra se poser la question combien nous coûte l'exécution de ce test de façon manuelle sur une campagne, quelle est la fréquence associée et le coût de l'automatisation. Quand on parle coût d'automatisation, c'est pas juste la partie développement. Il y a la partie licensing, les machines virtuelles qu'il faut mettre en place, la maintenance associée, la lecture des rapports et les exécutions. En fait. Et c'est tous ces paramètres qu'on rajoute bout à bout, qu'on compare au test manuel, et on se dit, est-ce qu'au bout de 3 itérations, 5 itérations, on est rentable ou est-ce qu'on est à l'équilibre en fait. Et à partir de là, on se pose la question, est-ce qu'on fait des tests de façon assez récurrente sur cette application? Est-ce que 5 itérations, on l'a au bout de 6 mois, 1 an, etc. Et à partir de là, on peut se poser la question si notre retour sur investissement sera au bout d'une année, de 6 mois, de 2 ans, etc. Ensuite, il y a la partie description des scénarios et des périmètres. Là, c'est de décrire en fait les scénarios de façon didactique et de avoir le scénario qui est testé parce que parfois, en fait, ce qu'on remarque, et d'après mon expérience, sur les tests manuels, avec les gens qui font souvent ces tests-là, ils vont pas décrire toutes les étapes. Or que le test automatisé pour un automaticien qui connaît pas forcément l'application et qui l'a pas testé de façon manuelle plusieurs fois, il a besoin du détail en fait et des étapes du test. Et parfois, on peut même utiliser des vidéos en fait où on va enregistrer les actions du test manuel et c'est ça qui va permettre l'automatisation du test par la suite. Ce qui simplifie. Comme l'outil Sprinter. Exactement. D'accord. Et ça permet en fait de simplifier, au lieu d'écrire dans le détail le cas de test, de pouvoir enregistrer les actions de l'utilisateur et du testeur et par la suite les réutiliser pour pouvoir automatiser. Après, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aussi voir où on doit mettre des points d'arrêt, qu'est-ce qu'il faut contrôler comme information ou données ou écran. Et ça, c'est important en fait. C'est vrai que le test décrit dans le détail, plus le scénario qui est en vidéo, permettent en fait de se compléter, d'avoir quelque chose qui tient la route pour un automaticien qui connaît pas l'application en fait, qui l'a pas testé plusieurs fois. Dernier point, c'est la description en fait de la procédure. Donc là, on a le scénario, on pourra le développer, mais il y a aussi comment on peut rejouer ces scénarios-là à moindre coût. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut réinitialiser la base de données à chaque exécution? Est-ce qu'il faut supprimer les données à chaque exécution? Est-ce qu'il faut chercher des données en base de données de façon récurrente ou au début du cas de test? Toutes ces informations sont importantes et c'est ça qui va réduire en fait le coût et la maintenance du scénario d'automatisation en fait. Et la gestion des environnements aussi qui est important. Et dernier point, c'est le contrôle, comme ce que je disais, c'est la mécanique de contrôle des différentes IHM ou des différentes données en input et output de l'automate. Ensuite, sur les étapes, en fait, sur la partie étude de faisabilité, c'est ce qu'on a vu un peu au slide précédent. Ensuite, sur la phase de réalisation, on va prendre toute la partie périmètre qu'on a vu auparavant. On va essayer de prendre ces scénarios et les décomposer en composants qui vont nous permettre en fait de les réutiliser par la suite. Donc, par exemple, on va prendre un scénario qui est complexe entre la partie connexion, ensuite créer une commande, ensuite valider une commande. Il y a des choses qui sont répétées sur ces scénarios-là et ces composants, on va les réutiliser. La partie connexion et validation, le bouton valider, va être réutilisable sur différents scénarios.
partie création aussi, on pourra l'utiliser soit de façon unitaire, soit dans un scénario assez complexe. On va créer une commande, la valider, mais aussi on veut signer cette commande-là par différents utilisateurs. Et donc là, c'est de pouvoir découper en petits composants réutilisables sur d'autres scénarios de test. Ce qui permet de développer ce script unitaire de façon unique, le maintenir de façon unique et de pouvoir le réutiliser à différents endroits et à différents scénarios. Et aussi la gestion de la donnée qui est un point qui est crucial, non seulement la gestion de la donnée qui est dans l'environnement, mais aussi comment on va purger cette donnée-là et comment on peut la réutiliser au fil du temps. Sans parler de la qualité de la donnée. Oui, dans la qualité de la donnée. Oui. Non seulement il y a la qualité de la donnée, mais il y a aussi toute la partie gestion derrière. Est-ce qu'il faut supprimer ces données-là à la fin du test? Est-ce qu'il faut à chaque exécution aller chercher de la donnée? Est-ce qu'il faut installer une nouvelle base à jour à chaque exécution parce que l'ancienne base, en fait, elle n'est pas liée à un environnement de pré-prod ou de test qui devient obsolète au bout d'un mois ou deux, etc. en fait. Ces questions-là, il faut se les poser, il faut l'intégrer dans le scripting et ça doit être une étape préalable au script et à l'exécution. Ce qui permet de simplifier par la suite la maintenance et avoir des tests qui sont représentatifs et réutilisables. D'accord. Ensuite, sur la partie run, ce qui est important, c'est de former les différentes équipes. Il y a différents types de formation. Il y a la formation pour un utilisateur qui va développer les scripts, une personne qui va les maintenir, et aussi à la formation pour l'utilisateur qui va lire en fait, ou le métier qui va juste lire le rapport. Le rapport, il est assez simple à lire, mais par contre, il y a besoin de quelques petites informations à donner aux utilisateurs et au métier pour pouvoir en tirer profit et pouvoir lire le rapport d'exécution. On verra par la suite un exemple. Ensuite, il y a la partie exécution qui est récurrente et la maintenance. Donc, plus on passe du temps sur la partie développement qui est là, à se poser toutes les questions et à pouvoir scripter de façon simple et pouvoir réutiliser les différents composants et les maintenir et gérer la donnée et l'environnement, plus la partie maintenance sera à coût vraiment moindre. Et l'exemple que je peux donner, c'est le capture and replay. On peut faire du capture and replay, ça coûte pas cher au développement et ça demande pas de développement. Mais derrière, à chaque exécution, on se retrouve à re-enregistrer et à refaire le capture and replay. Ce qui fait, ça revient de l'automatisation manuelle. On va faire du test manuel tout en disant qu'on fait de l'automatisation. On va en profiter pour une seule itération, mais pas pour… Oui, exactement. On va le faire juste pour une itération ou deux. Et derrière, il y a un coût de maintenance qui est grand, ce qui fait qu'il n'y a pas de gain derrière, en fait. Et ça revient du test manuel, en fait. Pratiquement, c'est vrai. Donc là, je vais rapidement présenter juste quelques outils de façon rapide. Donc il y a deux grandes familles d'outils, des outils open source et les outils payants. Sur les outils open source, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a Selenium et Seqlix qui sont assez connus et qui sont utilisables. Selenium sur la partie client web. Par contre, sur la partie lourde, client lourd, on ne peut pas utiliser Selenium. Et Seqlix, qui est un outil qui va faire de la reconnaissance d'image et qu'on peut utiliser sur la partie web et client lourd, mais qui demande beaucoup de maintenance parce que la partie reconnaissance d'image, si le moindre pixel ou une partie des pixels d'une image change, il y a de la maintenance derrière. En fait. Après, les outils open source, il y a une communauté qui est derrière, mais qui demande aussi beaucoup de développement. Même s'il y a des frameworks qui sont actuellement, qui émergent, qui simplifient un peu la donne, mais derrière, en fait, il y a des limitations. Après, sur les outils payants, on a UFT, Ranorex, Testplan,
Tosca qui... en fait, il y a Ranorex et Testplan qui sont non seulement des outils d'automatisation, mais qui permettent aussi d'aller vers la partie développement. Il y a un IDE qui te simplifie les différentes briques et les différentes étapes d'automatisation. Une personne qui veut aller plus loin, qui veut automatiser de lui-même et qui est un pur développeur, il va se retrouver sur ces outils-là. Par contre, les outils type UFT et Tosca, on ne peut pas faire de développement spécifique. On peut aller dans des développements light et du paramétrage, mais pas de développement dans le détail en fait. Et Eggplant, qui est un outil d'automatisation qui fait de la reconnaissance d'image, c'est un outil payant type CQLX, mais en payant avec une gestion de la reconnaissance d'image qui va un peu plus loin et qui permet en fait une aptitude et une maintenance plus simple dans le sens où on va prendre X% d'une image qu'on va comparer avec l'image de départ pour pouvoir faire une action. Parce que ce qui est important, c'est identifier l'élément dans la page et il y a différentes typologies et différentes possibilités pour identifier l'élément dans la page pour pouvoir faire une action de clic ou d'enregistrer ou de pouvoir s'enregistrer ou rentrer une donnée. Ensuite, là, je vais commencer sur la partie retour d'expérience. Donc, sur un projet que j'avais mené, on avait étudié une dizaine d'outils, quelques-uns qu'on avait vus dans le slide d'avant, mais d'autres aussi. Donc, on a retenu 3 applications d'automatisation sur la partie POC, Proof of Concept, pour voir si ça répond aux besoins. Dans ce projet-là, il y avait une partie client web et client lourd. Donc, d'où la partie, donc d'où on est parti sur soit Selenium et CQLX, Selenium pour la partie web et CQLX sur la partie client lourd, pour un outil open source et voir ce que ça donne. Ranorex, ce qui nous a permis en fait, qui répondait et qui est un outil qui est pas trop cher, abordable et en même temps qui permet beaucoup de choses et qui permet une aptitude pour un utilisateur qui est développeur ou une personne qui est du test qui va faire du paramétrage. Donc ce qu'on voit là, c'est à droite, c'est de l'automatisation avec Ranorex. On peut non seulement faire du record and replay, mais en même temps pouvoir faire de l'automatisation avec des actions, paramétrer des actions de clics, rentrer de la donnée, la variabiliser, etc. Et si on veut aller plus loin, on peut même développer en fait en C# ou en JavaScript, pardon. Donc à partir de ce POC-là, qu'on a choisi Test Complete, qui est une solution qui ressemble à Ranorex, qui est dans le même esprit. Donc nous, ce qu'on a retenu, c'est Ranorex parce que ça répondait aux besoins, c'était à moindre coût et aussi il y a des parties de l'application client lourd, des reconnaissances d'éléments en fait dans l'application lourde qu'on pouvait faire avec Ranorex et pas par Test Complete. Donc l'outil a été mis en place sur un environnement de production et de test où on avait des VM, des machines virtuelles en fait qui permettaient d'exécuter ces tests sur des environnements de test et aussi un environnement de production. Quand je dis environnement de production, on va pas aller faire des actions ou pouvoir faire des tests en fait. On va vraiment faire de la visualisation, voir qu'une application est accessible et qu'on arrive à se connecter ou à visualiser un écran ou deux en fait. Et pas aller créer des commandes, etc. Ce qui permet en fait aux équipes de maintenance et de supervision d'avoir en préalable si une application est down, sans avoir un retour d'utilisateur ou un client qui va appeler en disant que l'application est down. On va de façon récurrente se connecter à l'application, voir le temps de réponse, pouvoir aller visualiser le premier écran de l'application par exemple,
vérifier que tous les éléments sont là, que toutes les onglets sont accessibles, et on s'arrête là en fait. On va pas aller comme sur la partie environnement test, on va exécuter un cas test avec des jeux de données qu'on va répéter, etc. Ensuite, on a interfacé ça avec la plateforme d'intégration continue Jenkins, ce qui permet de lancer les campagnes depuis Jenkins et de pouvoir faire du DevOps en fait. À partir de là, on va à chaque livraison des équipes de dev, il y a des tests unitaires qui sont automatisés et qui vont être lancés. À la fin des tests unitaires, l'application va être déployée sur un environnement de test. On va lancer la campagne, il va se lancer automatiquement. Et à partir de là, on aura un rapport si les premiers tests en fait basiques, le sanity check, si ces premiers tests sont passants ou pas. Et à partir de là, on peut la déployer en pré-prod pour pouvoir pousser, faire d'autres tests, d'autres campagnes de tests, soit automatiques, soit manuelles. Ensuite, on a au début, on était sur un périmètre qui était d'une dizaine de tests avec des variantes à l'infini. Après, on a ciblé le workflow, qui est un workflow de validation d'une commande, la connexion, la création d'une commande, et ensuite la validation d'une commande avec les différents paliers. Sur des ERP, on peut avoir des signataires si on dépasse pas 10 000 dirhams, il y a un signataire si on passe à 20 000 dirhams, il y a tout un circuit de signataires, etc., etc. Et donc là, on a plusieurs variantes avec différentes valeurs qui permettent en fait de pouvoir de prédire en fait quels sont les signataires depuis l'automate et de valider que ces signataires sont bien les bons et qu'on arrive à signer la commande avec ces signataires-là. Donc à partir de là, on a pu lancer plusieurs exécutions, mais déjà sur les 3 premières exécutions, on a détecté 12 anomalies, dont quelques-unes, on les avait depuis longtemps dans la backlog. Ils n'ont pas été découvertes parce que on faisait pas tous les cas de test possibles en fait de façon manuelle. L'automate permettait en fait de faire des cas de test et de varier la donnée, et donc à partir de là pouvoir avoir des anomalies en fait détectées de façon plus simple. Ça augmente l'exhaustivité. Exactement. Et la couverture. Dernière étape qu'on a mis en place sur ce projet-là, on voulait aller plus loin en fait et tester le modèle based testing qui permet d'automatiser la partie plus description des cas tests et générer les cas tests qu'il faut exécuter. Donc on a décrit en BPMN toute l'application et à partir de là on a pu générer les cas tests, les automatiser et intégrer les différentes briques en fait d'automatisation sur les différentes briques du BPMN et blocs du BPMN. Et à partir de là, on a pu en fait créer d'autres scénarios en plus des 68 qu'on a vus au-dessus. Là, on arrive à une centaine de scénarios parce que le MBT en fait va en fait créer d'autres scénarios en plus qui vont aller dans des cas de tests qu'on n'a pas définis au départ. En fait. Vous l'avez fait avec l'outil Jest? Un concurrent de Jest. D'accord, ok, ça marche. Donc, ce qui permet d'avoir l'exhaustivité des scénarios de test et aussi de l'automatisation et maintenir tout ça. Jest aussi permet cette partie-là. En fait. Ça marche. Donc là, je vais rapidement en fait présenter l'IHM de Ranorex pour vous montrer un peu comment ça se présente et la simplicité en fait, est-ce que ça permet en fait. Vers la gauche, en fait, là, on a une section qui est plus une vue projet avec les différents dossiers qu'on a, le référentiel, les différents scénarios qui sont comme des enregistrements. Et dans chaque scénario, on a différentes étapes, en fait.
Au milieu, on a une section qui va lister les différentes actions qui sont faites avec l'action qui est faite, la valeur qui est associée, soit c'est une variable avec un dollar et la valeur associée qui est dans une variable et qu'on peut utiliser ou modifier. Et là, on a les différentes actions en fait d'un cas test. À partir de ces actions-là, on peut développer en fait des actions spécifiques, des custom actions, ce qu'on appelle des custom actions, qui permettent en fait de pouvoir aller plus loin ou faire des vérifications sur ces actions-là. Juste en dessous, en fait, on a l'identification des éléments. Donc chaque élément, en fait, d'une page, il peut être identifié. On a l'image qui est présentée là et comment on identifie l'élément. Il y a un XPath qui est une sorte de path qui reprend le path des pages, mais qui est spécifique à Ranocarex et qui permet en fait d'identifier les différents éléments d'une page. Et là, on a une bibliothèque qui est réutilisable pour les différents scénarios. Ce qui fait on n'a pas une bibliothèque d'objets qui est liée à un scénario, mais qui est utilisable pour tout le projet. Ce qui simplifie après la maintenance, etc. À gauche, en bas, là, on a une section qui permet de filtrer et de voir, d'afficher que les composants dont on a besoin. Si on veut réutiliser des composants dans des scénarios. Et en haut à droite, c'est les propriétés de l'élément qu'on voit là en bas, qu'on a ici, comment on l'identifie et quelles sont les différentes informations qu'on a dessus. Après, si vous voulez aller loin, il y a des formations spécifiques Ranorex qui peuvent être mises en place et qui sont intéressantes à avoir avant de commencer. Ensuite, sur les exécutions, donc là, on a différents scénarios. En fait, en haut, on a le différents browsers. Là, on a défini 3 browsers, en fait, la variante qui est là, qui permet de donner les browsers. Ensuite, on a la gestion de la donnée, qui est donnée globale, qu'on peut voir là et qu'on peut modifier. Ensuite, là, on a les données qui sont liées spécifiquement au browser. Et après, on a les différentes actions qui sont ouverture du browser, après création d'une demande d'achat, la recherche, etc. Et on a les scénarios qui sont là. Donc là, c'est l'application web. Ensuite, on peut basculer d'une application vers une autre et pouvoir, là, dans ce cas de figure, c'était un client lourd. Et à partir de là, on peut même reprendre la donnée d'un cas de test à un autre pour pouvoir la réutiliser. J'ai dans le premier cas de test une DA qui est créée sur un browser. Et ensuite, je vais chercher cette demande d'achat sur l'application client lourd pour pouvoir la passer en commande et pouvoir la signer. Et la donnée, on peut la passer d'un cas de test à un autre. Les data sources qu'on a vu, les différents data sources qu'on peut avoir sur différentes briques, soit de façon globale qui sont liées au browser, ou bien sur chaque cas de test, les différentes données spécifiques. Ce qu'on voit là, 4, 12, etc. Donc ensuite, sur la partie rapport, donc là, sur l'exécution de ces cas de test, on réinitialisait l'environnement dans un premier temps pour récupérer les données depuis la base de données de façon dynamique et à chaque exécution. Ensuite, on créait les commandes, on suivait le parcours de l'utilisateur et on réinitialisait l'environnement en fermant l'application, en supprimant les données existantes, etc. Ensuite, le rapport, il se présente de cette manière-là. On a en haut, en fait, la date d'exécution, la machine sur laquelle elle a été exécutée, le système Windows, quel Windows, etc. Le nombre d'erreurs, la langue de l'OS, parce que c'est important si on a des variantes spécifiques. Et là, on a un camembert qui présente en fait
les différents cas de test qui sont en success et en fail. Après, on a le détail de chaque cas de test et on peut rentrer dans chaque cas de test et voir les différentes actions qui ont été menées. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur la partie délécation, on a une erreur et c'est ce cas de test-là qui est en problématique. Et on a directement l'erreur et on peut filtrer en haut sur les différentes parties et on a des captures de chaque étape. On peut définir des captures sur les différentes étapes du cas de test. Donc voilà. Ben, merci à tous. Je donne la parole à Anas pour voir s'il y a des questions et je suis ouvert à répondre à toutes vos questions. Merci. Anas? Ah, merci, j'avais pas mis le, le Ah ouais. micro. Merci, Monsef. Donc, j'étais en train de dire merci pour cette présentation riche, claire, synthétique. Donc, on va passer aux questions. Oui, Monsef, il y a quelques questions qui ont été posées par nos auditeurs, alors les participants. La première, elle est intéressante, la première. Tu as parlé au début, Monsef, que Oui. effectivement, il y a des facteurs pour le choix des outils et parmi les facteurs, il faut que l'application soit stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de modifications. Et donc là, on a Jamal Mouine qui pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'automatiser les tests sur des projets agiles, donc Scrum, vu que l'application n'est pas stable et qu'elle évolue à fur et à mesure des sprints? C'est légitime comme question, celle-là. Oui, elle est très intéressante. En fait, sur la partie agile, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que quand on parle d'application, automatiser une application, si un composant de l'application, une partie a été stabilisée au bout de X sprint, on peut l'automatiser. Par contre, se dire qu'on va dès le début automatiser toute l'application ou des composantes qui sont en cours de développement et on n'est pas sûr qu'ils vont évoluer dans ce sens-là, ça n'a aucun intérêt de les automatiser. Mais c'est vrai que la question, elle est plus pas côté application dans sa globalité, mais périmètre de l'application qu'on veut automatiser en fait. Et c'est plus important sur les projets agiles où on va plus se focaliser sur les composants qui ont été validés par le métier, par les équipes et qui sont devenus stables, que sur des composantes qui vont évoluer et qui sont pas encore validées en fait. Donc finalement, c'est un périmètre de l'existant, Ouais. ce qu'on a validé avant. Donc le principe de recherche de stabilité est toujours le même en fait, finalement. Oui, c'est juste que ça peut être sur un périmètre en fait et pas l'application dans sa globalité. Sa Sur la, globalité. comme l'agile apporte cette aptitude-là, il faut s'adapter et il faut se dire que on va plus se focaliser sur un périmètre de l'application qu'on peut automatiser, qui est automatisable, et c'est Ouais. ce qu'on fait, que l'application dans sa globalité et se casser, se prendre la tête à automatiser des composantes qui sont pas encore à 100% stables en fait d'un sprint à un autre. C'est très clair. OK, j'ai compris. Deuxième question de Moussa Fadeli. Pour la reconnaissance d'image sur Anorex, se fait-elle Ouais. un plugin? Donc, il souhaite un peu plus d'explications là-dessus. Il n'y a pas de plugin associé, mais l'outil permet en fait la reconnaissance d'image. Dans la licence de base, quand on achète une licence Ranorex de développement, Ouais. il y a la reconnaissance d'image. C'est juste qu'au lieu d'utiliser le XPath, il faut utiliser la partie reconnaissance d'image. D'accord. OK. Après, ces informations-là, il faut aller dans le détail, soit de la formation ou se faire accompagner pour pouvoir répondre dans le détail, en fait. Mais il n'y a pas de plugin, en fait. C'est l'application le permet. Il faut, au lieu d'utiliser le XPath, utiliser la reconnaissance d'image pour identifier les lames. D'accord. OK, très bien. Alors, j'ai une question de Jean-Baptiste Coignon. Oui. Est-ce que vous avez évalué l'outil catalan qui est assez proche de Ranorex?
Oui, on a utilisé Catalan aussi. Ranorex, en fait, l'avantage, c'est que, comme je disais, en fait, il y a une simplicité pour une personne qui est pas novice, mais il aussi laisse l'aptitude de pouvoir aller vers du dev et développer du spécifique, en fait. Et dans l'application dont on avait plusieurs applications, en fait, l'identification de quelques éléments n'était pas possible sur des outils et Ranorex le permettait. D'accord. Euh, donc, Après, Catalan, c'est un très bon ouais. outil. Hein, c'est pas... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Y a-t-il une préférence entre les deux? Ou chacun a ses avantages et ses inconvénients, j'imagine. Oui, chacun a ses avantages et inconvénients. Après, ça, c'est Ouais, adapté au projet, au contexte de l'entreprise, en fait. ouais, ça marche. Ouais. OK. Soukaina Khaloufi vous pose la question concernant les logiciels antivirus de sécurité qui bloquent parfois l'exécution de quelques cas de tests. Comment remédier à ce problème? Il faut voir avec l'administrateur de vos applications pour pouvoir débloquer des choses, en fait. C'est l'administrateur système qui permettra, en fait, de vous donner plus de droits. D'accord, c'est question de droit. OK. Ouais, c'est plus une question de droit. C'est vrai, moi j'ai toujours entendu qu'un automaticien doit être admin de son poste Oui, voilà, pour travailler plus pas profondément. admin à 100%, mais oui, avoir Voilà, bien avancé, des quoi. droits un Ouais. peu Élargi. plus élargis qu'un utilisateur Ouais, lambda, en fait, dans ouais, tout l'entreprise. à fait. Ouais, c'est vrai. D'accord. OK, voilà, vous avez la réponse à ce cas-là. Voyez avec votre administrateur pour avoir plus de droits. Hamza El-Raji, sur des logiciels de traitement d'images médicales, Hmm. où on doit valider pas mal de choses sur les images. Ah, j'imagine, ouais, d'accord. Oui. Anorex est-il adapté pour ce besoin? Ça, c'est la première question. Ouais. Comme tu l'as abordé au début, s'il y a un pixel qui bouge, ça peut mener vers des scripts auto pas fiables. D'accord. Oui. Donc, il souhaite savoir est-ce que c'est adapté à un domaine médical où il y a beaucoup de prises d'image. Voilà. Oui, Ranorex permet de faire la reconnaissance d'image. Il est adapté. Après, il y a un autre outil qui est plus spécifique et qui est à 100% basé sur la reconnaissance d'image. C'est Eggplant. Et donc, si c'est à 100% reconnaissance d'image, il faut aller vers un outil de type Eggplant. Si c'est reconnaissance d'image plus d'autres cas de figure, je conseille Ranorex, en fait, qui est un outil un peu plus complet qui couvre la globalité. Mais si c'est spécifique à 100% juste pour faire de la reconnaissance d'image, il y a Eggplant qui fait très bien cette partie-là, qui est reconnue en fait. Ils sont spécialisés sur cette partie-là. D'accord. Très, très bien. Une autre question de Soukaina Khaloufi. Comment on peut exécuter des tests automatisés avec Ranorex sur une machine qui n'a pas Ranorex installé, c'est-à-dire en détaché, quoi, à distance? Oui. Ben, en fait, sur Ranorex, il y a différents types de Et licences. excusez-moi, c'est fait, elle précise, parce que là, on va y deuxième Oui. question. Elle précise quel droit exactement j'aurais besoin. Voilà. D'accord. Il n'y a pas pour l'exécution, c'est ça? Tout à fait. Pour l'exécution, ça ne demande pas de droit spécifique. Par contre, il y a deux types de licences sur Ranorex. Il y a les licences de développement et licences d'exécution. Les licences d'exécution, c'est comme un plugin en fait qui est installé sur un PC ou une VM à distance et on peut exécuter des cas de test 24 heures sur 24 dessus. Et la partie dev, c'est une licence de dev qui est spécifique au développement. D'accord. Après, la licence d'exécution, ça coûte pas grand-chose, hein. D'accord. Donc, c'est un coût faible. Très faible. D'accord. Alors, j'ai une question de moi-même que je vais vous poser. Vous avez Oui, parlé de la gestion des données de test. Quelles oui. recommandations vous donnez à ceux qui vont utiliser Ranorex
pour avoir un environnement de test le plus propre possible en termes de jeux de données. Ouais. Quelle bonne Bah, pratique? ouais. Ouais. En fait, cette question-là, elle n'est pas spécifique à Ranorex, mais elle est spécifique De à manière l'automatisation. générale. Oui. De manière générale, ouais, ouais. Quelle bonne pratique vous pouvez donner? Parce que c'est hyper important. Ouais. Oui. Bah, en fait, en écrivant les cas de test et en scriptant, il faut se poser la question, l'action que je vais faire dans mon script, est-ce qu'elle a un impact sur l'environnement? Si elle a un impact, est-ce que cet impact-là, je peux y remédier? C'est-à-dire, est-ce que cette donnée-là, elle peut être réutilisable ou pas par la suite? Ou est-ce que cette donnée-là, je dois la supprimer? C'est Et jetable. à chaque action, en fait, il faut se dire quel est l'input dont j'ai besoin. Est-ce que cet input va être toujours valide et bon? Et l'action que je vais faire, quelle donnée elle va créer sur la base de données? Et en répondant à ces questions-là, il y a des solutions qui peuvent être mises en place, c'est-à-dire soit supprimer la donnée, soit réinitialiser la base de données à chaque exécution ou au bout de 3 exécutions, Justement, soit ça purger peut les coûter données. cher, ça. Justement, ça peut coûter cher, Monsef. Non, non, c'est des actions qui peuvent être Ouais, automatisables en fait. d'accord. Donc ça aussi, il faut l'automatiser. Oui, 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 c'est des actions qui peuvent être automatisables. Sur un des projets, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré, en fait, on réinitialisé la base de données à chaque version et l'automate allait, au lieu de chercher des données sur un fichier Excel ou elles sont dures, il allait se connecter à la base de données en SQL. Ranorex permet de faire ça, en fait, et de pouvoir récupérer toutes les données dont il a besoin pour pouvoir exécuter ces cas de test. D'accord. Et donc là, on devient en fait, l'automate devient indépendant en fait. Et on peut le plugger à n'importe quelle base de données de l'application et il peut faire le test. Il sait prédire en fait quelle est la donnée dont il a besoin et prédire le résultat dont il va avoir en fait, quel résultat il aura à partir de la base. Et là, il va exécuter ses cas de test et vérifier si ce qu'il a prédit correspond à ce que Attendu. l'application lui retourne. Mhm. D'accord. OK. Après, ça demande une connaissance de l'application, du métier et de pouvoir aussi faire de l'SQL derrière. Tout à fait, ouais, ouais. Bien maîtriser le périmètre Exactement. et bien manipuler et connaître un petit peu le schéma de la base de données quand même. Hein. On manipule. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Mais en fait, le projet d'automatisation, c'est comme un projet de développement d'une application, en fait. Il faut le prendre comme tel et se poser les mêmes questions et se donner les moyens. Tout à fait. Malheureusement, souvent, les personnes, ils vont donner des sujets d'automatisation. Enfin, souvent, non. Je retire le mot souvent, mais il y en a en tout cas. Pense que c'est juste un sujet à la marge et on va le tester en prenant un stagiaire de fin d'études et on va lui donner comme sujet automatiser nos processus métiers, etc. Il prend ça à la légère, mais en fait, il faut faire à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut commencer par des experts comme toi, Monsef, mettre en place une vraie stratégie, etc. Et après, rien ne t'empêche de prendre des stagiaires ou des jeunes pour compléter l'équipe, Ah oui, etc. oui, bien sûr, bien sûr. Ben, Souvent, on s'est ouais, souvent en fait basé sur des stagiaires ou des ouais, juniors en fait pour développer parce que si on les accompagne très bien, ils font l'affaire et ils sont motivés, et ça leur apprend des choses en fait. mm, Ça leur permet de monter en compétences. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de se faire accompagner au début, définir une stratégie. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que la plupart des automatisations tombent à l'eau, en fait. bah oui, c'est tout à Elles fait, ouais, sont vouées à l'échec. ouais, ouais, tout à Il y a fait, plein ouais. d'entreprises qui nous appellent et qui nous demandent de les accompagner. Je commence par voir quelles sont les personnes qui ont déjà fait l'automatisation, comment ils ont Mm, fait, etc. Et dans la plupart des temps, tu as des gens qui te disent ouais, mais ça n'a jamais marché, on n'a pas réussi, etc. En fait. Et chez exactement. des grosses multinationales, hein, c'est pas Ah forcément ouais, tout à fait, ouais, ouais, c'est vrai. Je partage avec ton avis. avec des grosses ESN et qui ils ont ce souci-là.
Et quand tu viens voir, en fait, quand tu définis une stratégie, etc., et tu vas étape par étape, tu leur montres que ça fonctionne et là, ils se sentent contents et ils se disent, waouh, comment on n'a pas réussi depuis le début, en fait. Ouais. Alors, j'ai une autre question de ce Kaina. Il y a moyen d'exécuter les tests automatisés avec Ranorex sur une machine qui n'a pas Ranorex installé? On a peut-être répondu à celle-là tout à l'heure, non? Oui, j'ai répondu à cette question. Bon, on a Hamza qui lui a répondu. Il a dit qu'il suffit d'avoir les runtime sur la machine. Exactement. Ouais. Merci Hamza qui participe en même temps. Ça, c'est cool. Y a-t-il d'autres questions? J'ai terminé mon backlog, mon safe. Ok. Et on va attendre quelques secondes pour voir s'il n'y a pas une petite dernière pour la route. Ouais. De toute façon, on arrive à voilà, pratiquement 1 heure, donc c'est le temps nécessaire pour notre webinaire. Ok. J'espère que c'était enrichissant pour les différents Non, c'est participants. très intéressant, merci. Merci, on va le refaire, hein, on va le refaire, on va être à l'écoute d'autres experts Ouais. au Maroc ou même à l'international qui veulent participer à ces différents webinaires qu'on organise 1 fois par mois. Donc au nom du CMTL et tous les participants, merci beaucoup Monsef Rahmouni de la société Altados de nous avoir partagé son retour d'expérience. Pour tous ceux qui ont participé avec nous, je vous remercie de votre participation. Et puis, je vous dis au mois prochain. C'est toujours le dernier mercredi du mois pour un autre sujet. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.